Chers compatriotes, lorsque la saga du troisième mandat sera comptée et qu'il faudra situer les responsabilités, sans nul doute, on pointera du doigt les erreurs et les faiblesses de l'opposition politique dans ce recul démocratique. Mais le rôle joué par la communauté internationale ne sera pas occulté. Dès le lancement des manifestations grandioses du FNDC, le 14 octobre 2019, presque tous les représentants de cette communauté internationale semblaient soutenir, même si c'est du bout des lèvres, la démarche citoyenne pour forcer les autorités de Conakry à respecter les dispositions de la Constitution en vigueur. On se rappelle qu'en septembre 2019, lors de la visite d'Alpha Condé à Washington, le secrétaire d'État Mike Pompeo lui avait signifié que les États-Unis soutiennent fermement les transitions régulières et démocratiques du pouvoir. Dans un communiqué final sanctionnant la visite, le département d'État avait indiqué clairement que les États-Unis étaient opposés à tout changement constitutionnel dans le seul but de se maintenir au pouvoir. On a vu aussi les pressions que la France exerçait avec l'appui des États-Unis pour faire quitter le pouvoir au président guinéen. Le journal français L'Opinion rapportait en avril 2020 qu'il s'agissait ni plus ni moins d'un bras de fer diplomatique, économique, judiciaire qui se déroule dans plusieurs capitales, de Conakry en Guinée, à Abuja au Nigeria, siège de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en passant par Paris et Bruxelles, Washington et New York, siège du Conseil de sécurité de l'ONU. Le journal révèle qu'un conseiller du président Emmanuel Macron aurait confié qu'ils exerçaient des pressions via la francophonie, l'Organisation régionale ouest-africaine et l'Union africaine. Paris serait à la manœuvre avec le soutien de Washington. Le 15 août 2019, Emmanuel Macron avait même invité Alpha Condé et Alassane Ouattara aux commémorations du débarquement de Provence, où le président français devait profiter de l'occasion pour dissuader les deux leaders africains de briguer un troisième mandat. En apparence, seul Alassane Ouattara avait accepté de passer la main. Au mois de mars 2020, il annonce qu'il ne se présenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Il nomme un dauphin à la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sur son compte Twitter, Emmanuel Macron félicite le président ivoirien. Il écrit « Je salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. » Pour le cas guinéen, les pressions continuent de plus belle. Le 13 février 2020, le Parlement européen adopta une résolution qui condamne la répression policière et toutes les violences
qui avaient eu lieu durant des mois en Guinée. Au point 1 de cette résolution, le Parlement européen se dit extrêmement inquiet par la situation de crise que traverse la Guinée ces derniers mois, condamne la répression et toutes les violences et assassinats qui ont lieu dans le pays, exprime sa solidarité avec les mobilisations populaires. Mais on a vu que quelques mois plus tard, le troisième mandat aura bel et bien lieu dans les deux pays et sous l'indifférence relative de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps pour que les pressions internationales retombent aussi vite qu'elles étaient montées? Pourquoi la communauté internationale a-t-elle changé d'attitude vis-à-vis du troisième mandat tant décrié? Et pourquoi la France a jugé utile d'observer les choses de loin et de laisser faire? La réponse est que la donne avait changé. Et pour comprendre ce qu'il s'était passé, il faut se rappeler cette assertion du général de Gaulle qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce sont deux événements majeurs qui vont intervenir pour changer le cours des événements. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020 et bien entendu le coup d'État militaire au Mali le 18 août 2020. Le décès de Gon Coulibaly a été particulièrement un coup dur pour le régime ivoirien et le parti au pouvoir, le RHDP, qui se retrouve sans candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Avec ce décès, la France perd aussi un allié sûr et défenseur de ses intérêts en Côte d'Ivoire. Il faut donc parer au plus vite et réexaminer la situation. Les funérailles du défunt Premier ministre auront lieu du 14 au 17 juillet 2020. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accepte de s'absenter des festivités de la commémoration de la prise de la Bastille pour se rendre le même jour à Abidjan. Un entretien de haut niveau entre le locataire du Quai d'Orsay et le président Ouattara aura lieu au siège du palais présidentiel. De l'avis des observateurs bien attentifs, c'est au cours de cet entretien que les questions relatives à la succession au pouvoir, dans un climat de réajustement des cartes politiques, furent discutées. Et ils sont nombreux ceux qui pensent que c'est au cours de cet entretien l'idée d'un rétropédalage du président Alassane Ouattara a pris forme, avec le soutien et la bénédiction de Paris. Devant une telle éventualité, il était bien difficile de s'opposer au troisième mandat tant sollicité par le président guinéen. Un signal serait donc envoyé dans ce sens aux locataires de Sékou Touré. Alors, ainsi, les jeux seront faits. C'est sur ces entrefaites que le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, est renversé par un groupe de militaires à Bamako. Pendant des mois, les Maliens avaient manifesté sous la bannière du M5 RFP pour réclamer la démission du président IBK accusé de corruption et d'incompétence.
La chute d'Ibeka, réputé très proche des thèses de Paris, inquiète les autorités françaises au plus haut niveau. La force Barkhane, déployée pour combattre les groupes djihadistes au Sahel depuis juillet 2014, est toujours opérationnelle. Mais ses succès restent encore mitigés. En plus, le sentiment anti-français gagne du terrain et Paris soupçonne Moscou et Pékin d'être à la manœuvre pour lui retirer son précaré en Afrique de l'Ouest. Face à cette double réalité, un choix crucial entre l'alternance et la stabilité, Paris décide de jouer la carte de la stabilité. Surtout que certains leaders ont manifesté leur désir de rapprochement avec la Russie, la Chine et la Turquie si les Occidentaux s'entêtaient à les faire quitter le pouvoir. C'est ainsi que le ton baisse et on assiste même à un silence radio alors que les pays concernés s'acheminent vers des élections qui consacrent le troisième mandat. Le vocable alternance démocratique disparaît des discours politiques et n'est plus qu'un lointain souvenir. Chers compatriotes, à la lumière de tout ce qui précède, il est clair que dans le combat pour la démocratie et les droits des peuples, la communauté internationale ne peut toujours être un partenaire fiable. On a vu que les États qui s'abritent sous son parapluie agissent avant tout au nom de leurs propres intérêts. Pour éviter des désillusions majeures, il faut donc apprendre à compter sur ses propres forces. Le succès ne sera jamais au rendez-vous si l'on fonde tout son espoir sur une communauté internationale à l'attitude changeante. Le combat qu'on s'engage à mener ne doit être guidé que par les principes et les idéaux qu'on cherche à promouvoir. Tout le reste n'est que distraction et subterfuge. Malheureusement, en Afrique, les opposants et les activistes de tous bords veulent toujours apparaître comme les bons élèves de la communauté internationale. Et c'est pourquoi, bien souvent, ils finissent par être les dindons de la farce. Vive la refondation, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.